David, tu viens de sortir un nouveau livre après d'autres. Il y a une cohérence dans ce que tu écris depuis des années qui s'appelle « La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme ?» Donc c'est le cœur de l'intervention que tu devais faire cet après-midi. Tu précises aussi, et notamment dans un petit édito que tu as fait dernièrement pour le temps des ruptures, qu'il y a un sujet à gauche toujours dans cette idée de qu'est-ce qu'on propose en alternative au néolibéralisme, de se réarmer à gauche sur ne pas être que dans la redistribution, mais effectivement, comme disait Emmanuel tout à l'heure, changer les conditions de la production et changer les conditions de l'organisation économique de la société, sans vouloir être trop enthousiaste et enflammé. Donc je vais te laisser nous expliquer pourquoi, comment, en un quart d'heure, 20 minutes. Merci Frédéric. Bon, il est 17h05, donc voilà, je vais essayer de surveiller le temps. Merci de me donner la parole. C'est vrai que ça fait quelques années que je travaille sur le néolibéralisme. Alors du coup, ça m'a permis de réfléchir sur ce concept et le rapport de la gauche au néolibéralisme, puisqu'en réalité, la réponse ne va pas de soi. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'état de la gauche aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que j'appelle gauche? Parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi la gauche pour toi? En fait, c'est très simple. Hein. La gauche, c'est globalement le NFP, c'est-à-dire les partis du NFP. Donc nous sommes de la gauche, bien sûr, LFI, le PS, les Verts, etc., indépendamment des divergences qu'il peut y avoir au sein de la gauche. Alors, première chose, quand on regarde les élections législatives de 2024, effectivement, on a deux interprétations possibles du résultat. La première, c'est de dire on a gagné, puisqu'après tout, on est la première force de coalition à l'issue du second tour. Et puis, il y a une autre lecture qui était celle d'Emmanuel tout à l'heure, qui dit oui, mais on fait que 28%. Alors, en réalité, quand on regarde le score de la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on ajoute le NFP et les divers gauches, en fait, on arrive à 29,78%, donc un peu moins de 30%. Je rappelle qu'on a plus d'un tiers des députés. On a 34% des députés qui sont du NFP. Donc ça veut dire que notre score en termes de députés est supérieur à notre score du premier tour législatif. Maintenant, quand on regarde un peu historiquement, c'est l'une des plus lourdes défaites de la gauche. J'ai repris dans le livre un graphique qui présente l'évolution des rapports de force du premier tour des législatives depuis 93. Donc 93, c'était une énorme défaite, souvenez-vous, pour la gauche. Alors la gauche, c'est-à-dire l'addition des divers gauches, du PS, des Verts, des communistes, etc. Eh bien, on était à 37,24%. En 93, la défaite historique de la gauche, où on a quasiment disparu l'Assemblée nationale, parce qu'on n'était pas alliés à l'époque, eh bien, c'est moins de 38%, mais c'est 8 points de plus, quasiment, qu'en 2024. Voilà, on a toujours été entre 35 et 47% en 2012, le meilleur score de la gauche, 2012. Hollande, 46,77%, 97, 44,52. Alors, depuis 2017, 27,56, 2022, 29,36. C'est-à-dire qu'entre 2022, la défaite de la gauche, et 2024, la victoire de la gauche, on est passé de 29,36 à 29,78. C'est-à-dire qu'en 2 ans d'opposition, avec toutes les motions de censure qu'on a fait, les 49.3, etc., on n'a pas progressé du tout. Enfin, si je dis ça, c'est pour qu'on comprenne que l'enjeu de réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on propose alors qu'on est dans l'opposition, c'est que jusqu'à présent, l'opposition ne nous a pas réussi. Je veux dire, sinon, on aurait fait un bond entre 2022 et 2024, et même entre 2017 et 2022. Mais en fait, 27,56, 29,36, 29,78. Ce qui donne l'impression qu'on a augmenté en 2024 par rapport à 2022, c'est que d'une part, on a plus de députés, et d'autre part, effectivement, le NFP couvre plus largement que la NUPES, donc le score des divers gauches a baissé. Mais globalement, le rapport de force de la gauche, il ne s'est pas beaucoup amélioré, en fait, depuis 2022. Autre élément d'analyse, de réflexion, c'est la montée de l'extrême droite. Alors, ce n'est pas une spécificité française. Hein. Vous voyez, aux États-Unis, Trump... c'est un vrai problème. En Europe, globalement, l'extrême droite a monté et elle est en coalition de pouvoir dans beaucoup de pays, pas qu'en Italie, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays, puis sans parler des pays d'Europe de l'Est, où là, parfois, elle est quasiment... le PiS en Pologne
ça reste le premier parti. Après quasiment 10 ans de pouvoir, ça reste le premier parti. C'est-à-dire que la coalition qui l'a battu sur le fil, c'est une coalition très hétéroclite. Bref, l'extrême droite augmente en France aussi. Et là aussi, c'est intéressant de regarder l'historique. En 93, l'extrême droite faisait 72,75%. Ensuite 15%, 13%. 2007, moins de 5%, 4,68%. 2012, 13,79. 2017, 13,5. C'est-à-dire qu'en 2017, elle fait globalement le score moyen qu'elle faisait depuis 93. Elle n'a pas progressé jusqu'en 2017, l'extrême droite en France. Là aussi, je prends toute l'extrême droite, pas que le Front National ou Rassemblement National. Je rajoute Zemmour et puis d'autres partis. En 2022, après 5 ans de Macron, elle passe de 13,5 à 24,05. Et en 2024, elle prend 10 points, puisqu'elle passe à 34,44. 10 points en 2 ans. Nous, on a fait plus 0,4%, avec beaucoup plus de participation aussi. 4 points, oui, tout à fait. Et l'extrême droite, elle, passe de 24 à 34,4. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, les rapports de force. C'est pour ça que 2027, c'est très compliqué. Et l'extrême droite, elle progresse sur quoi? Elle progresse sur nos propres insuffisances. Parce que c'est un parti d'opposition, l'extrême droite, elle aussi. Je veux dire, ils n'ont pas accès au levier du pouvoir, pas plus que nous, en réalité. Mais ils arrivent à gagner, à convaincre qu'ils sont plus influents, plus politiques, alors qu'ils ont moins de députés. Voilà, et que quelque part, ils ont gagné partout là où on est parti, c'est-à-dire dans les. Il faut regarder la gauche dans les régions suburbaines. Alors, donc c'est ça en fait qu'il faut analyser comme situation. Maintenant, pourquoi cette gauche, elle ne convainc pas? C'est ça la question fondamentale. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre. C'est parce qu'elle n'arrive pas à convaincre de sa capacité à lutter contre le néolibéralisme. Mais bien sûr, quand on dit ça, là, on est entre nous, en tant qu'intellectuels. Les gens, pour eux, le néolibéralisme, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. C'est un concept. Mais essayons de revoir ce que c'est concrètement que le néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme, d'abord, c'est une idéologie, on peut le dire, mais ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas quelque chose qui essaie de décrire la réalité du monde. C'est censé être une théorie décrit la réalité du monde. Non, le néolibéralisme, c'est une doctrine. Ça a une vocation applicative. Ça dit ce qu'il faut faire. C'est une doctrine de ce que doit faire l'État dans l'économie. Alors, sur quoi repose le néolibéralisme? Eh bien, il repose sur un rapport au prix. D'abord, il considère, le néolibéralisme, que le rôle premier du marché, c'est de déterminer des prix à partir des forces de l'offre et de la demande. Alors ça, c'est une théorie économique, c'est-à-dire c'est une théorie d'explication de la formation des prix. C'est ce que vous connaissez tous, les lois de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, alors les prix baissent, et quand la demande est supérieure à l'offre, alors les prix augmentent. Cette dynamique offre-demande, eh bien, nous dit néolibéraux, ça crée des prix. Et ils nous disent une deuxième chose, ils nous disent l'intérêt de ces prix, c'est qu'ils agrègent toute l'information qui existe dans la société. Pourquoi? Parce que l'offre et la demande, elles émanent des individus. Les individus, ils ont un intérêt pour un bien, par exemple, ils vont vouloir l'acheter, et du coup, ils vont faire monter le prix. Et donc l'idée des néolibéraux, c'est de dire le marché est un système qui agrège de l'information, dispersée chez tous les gens, et qui va la transformer en prix. Et ils me disent ça, c'est un truc que l'État ne peut pas faire, parce que l'État ne peut pas connaître toute l'information, il ne peut pas lui-même agréger l'information. C'est ce que le marché fait. Donc ça, il commence par dire il y a une supériorité du marché sur l'État, c'est sa capacité à utiliser, exploiter l'information dans la société pour la transformer en prix. C'est la première idée. Ça, c'est une idée qui vient des années 20, de Mises, Hayek, des débats théoriques de l'époque, et qui aujourd'hui est complètement admise chez les économistes. Deuxième grande idée, les prix, eh bien, ils ont une action sur des incitations. C'est-à-dire que les prix de marché vont pousser les individus, lorsque les prix de marché évoluent, à acheter ou vendre, et du coup, ça va coordonner le comportement social. C'est-à-dire que le marché, c'est à la fois un agrégateur d'informations, c'est le point 1, et le point 2, eh bien, ça pousse à changer les comportements, à adapter les comportements. Ça, c'est l'autre loi de l'offre et la demande. Quand les prix augmentent, les gens ils achètent moins, et quand ça baisse, eh bien, ils achètent plus. Eh bien, ils nous disent, ça, c'est un mécanisme autonome qui a sa propre légitimité et qui permet de coordonner efficacement la société. Mais alors, du coup, quand on voit cette vision-là du marché, eh bien, on en déduit mécaniquement une vision de ce que doit faire l'État. Et l'État, il ne doit surtout pas entraver ce processus. Parce que nous disent les néolibéraux, ils nous disent parce que ça, c'est efficace. Et donc, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que les marchés
fonctionnent bien dans leur mécanisme de détermination des prix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État doit surveiller la concurrence avec des autorités de la concurrence. Il doit permettre le libre-échange. Alors, pourquoi le libre-échange? Parce que plus le marché est vaste, plus il est important, plus il y a d'offreurs et de demandeurs sur un marché, plus il y aura de concurrence, plus les prix seront justes. Oui, parce que si vous avez un monopole, il n'y a plus de prix de marché. Le monopoleur, il va décider lui-même de son prix. Donc ça casse la mécanique d'agrégation de l'offre et la demande, d'agrégation d'informations. En gros, le monopoleur, il va détruire le marché. Le libre-échange permet d'éviter les monopoles en étendant le plus possible la force du marché. Bien sûr, il faut interdire à l'État de réglementer les prix. Parce que ça, c'est contraire à la fonction du marché et à la capacité des prix à rendre compte de l'état de la société. Il faut aussi que la monnaie ne soit pas inflationniste, parce que la monnaie, lorsqu'elle est inflationniste, lorsque la gestion monétaire est mauvaise, eh bien, ça dénature les prix. Donc, on va mettre des banques centrales indépendantes. Alors, ça, c'est, on peut dire, la base de réflexion des néolibéraux. Ensuite, ils vont rajouter un certain nombre d'autres éléments, parce que les néolibéraux, il faut comprendre qu'ils ont conçu leur théorie dans les années 30, au moment de la crise du libéralisme. Et donc, pour ça, eh bien, ils disent il faut quand même maintenir un ordre social. Il faut que le marché soit accepté comme norme de la société. Et pour ça, il faut que chacun s'y retrouve. Donc si jamais, à l'issue du processus de marché, il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre ou pas de quoi se loger, etc., ben, ce n'est pas bien. Donc on va donner des allocations aux gens, des allocations en espèces. Donc ils ont tout un aspect de leur théorie, et on le retrouve chez Hayek, chez Friedman, chez les grands auteurs néolibéraux, qui disent l'État, ben, l'une de ses fonctions, c'est d'accompagner les ménages dans leur consommation, d'accompagner les entreprises dans leur capacité à produire lorsque elle fait face à des problèmes spécifiques qui peuvent se passer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de l'État qui doit distribuer de l'argent pour faire fonctionner le marché correctement. Et donc, ils ne sont pas du tout contre la hausse des dépenses publiques, par exemple. Tant que cette hausse des dépenses publiques ne dénature pas le marché et qu'au contraire, elle l'abonde, elle l'irrigue avec de l'argent frais. Donc, il faut maintenir un ordre social par des allocations. Il faut corriger les défaillances de marché. Par exemple, la question du réchauffement climatique impose de mettre un prix au carbone. Alors là, par exemple, ils conçoivent que le prix du carbone peut ne pas être bon parce que le coût de l'émission de carbone n'est pas pris en compte par le marché. Donc, les néolibéraux sont d'accord pour dire, dans ce cas-là, on va créer un prix en plus pour changer les incitations et permettre d'éviter de détruire la planète. De la même façon, ils disent qu'il faut subventionner certaines productions qui sont utiles socialement, mais qui ne sont pas récompensées par le marché. Par exemple, la recherche. Donc, on va faire le crédit impôt recherche, par exemple, aux entreprises. Dernier élément, j'ai 20 minutes. Dernier élément, préserver l'état de droit. C'est très important chez les néolibéraux. L'état de droit, c'est l'autolimitation de l'État. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour eux, ça veut dire qu'il faut que l'État, lorsqu'il mène une action dans l'économie, cette action soit prévue au préalable par des règles. On ne peut pas avoir des interventions discrétionnaires. Donc ça, fait partie des éléments très importants. Et c'est pour ça que, personnellement, je distingue le populisme du néolibéralisme. Parce que le populisme, il attaque l'état de droit. Donc il sort de la matrice des néolibéraux. Alors, il ne sort pas forcément pour quelque chose de mieux. Parce qu'en réalité, ce que font les populistes, notamment de droite et d'extrême droite, c'est de rentrer dans un autre système, qui est un système néo-féodal. On va garder le marché, on va garder les rapports de force du marché, mais on va avoir un État qui va s'appuyer sur des formes de féodalité économique et qui va même en faire partie lui-même. Je pense que l'économie russe, c'est une économie de type féodal en réalité, avec des rapports de force. En Chine, c'est sans doute un peu la même chose. Et ça, ce n'est pas des systèmes néolibéraux au sens classique du terme. Bon, alors par rapport à ça, que fait la gauche? La gauche, eh bien, effectivement, elle est un peu embêtée. Elle est un peu embêtée pour deux raisons. D'abord parce qu'une grande partie de la gauche a conçu et déployé le néolibéralisme en Europe et dans le monde. Par exemple, ça a été dit tout à l'heure, tout à ce matin, souvenez-vous, Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais quand même des choses objectives, c'est-à-dire que Mitterrand, il a nommé Delors commissaire européen. Delors, d'abord il l'a nommé ministre des Finances, ensuite commissaire européen. Donc c'était le tournant de la rigueur, et puis ensuite c'était l'organisation, la création du marché unique. Qu'est-ce que c'est que le marché unique européen? C'est la libre circulation du capital et du travail, en plus de la libre circulation des marchandises, qui était le marché commun. Ça met en concurrence les systèmes productifs d'un pays à l'autre. Et ça produit au démantèlement des monopoles publics. Oui, parce que
Quand on avait un monopole pour la production d'électricité, EDF, eh bien, c'était l'État qui, de fait, décidait du prix de l'électricité. Et ça n'allait pas, puisque ce n'est pas conforme à la doctrine néolibérale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise la concurrence en permettant à ce que le prix de marché soit décidé sur un marché des producteurs entre eux et qui est aussi un marché des distributeurs. Bref, on refait une forme de système de marché fruits et légumes, marché de gros, marché des détails, sauf que les détaillants sont juste des fournisseurs qui facturent un produit homogène produit par d'autres. Les socialistes ont aussi conçu la libre circulation du capital avec tout un ensemble de règles qui ont été mises à l'échelle mondiale, c'est-à-dire au FMU, FMI, avec Candesu, alors qui n'est pas un socialiste, mais qui a été nommé par Mitterrand, Michel Candesu, qui a organisé la libre circulation du capital à l'échelle mondiale. Et puis on a un socialiste à l'OCDE qui, en tant que gestionnaire du Bureau des règlements internationaux, a fait en sorte qu'on harmonise les règles pour que partout dans le monde, on puisse avoir la libre circulation du capital. Et la libre circulation du capital, c'est un élément essentiel de la mondialisation, puisque ça permet finalement, en fait, la conséquence de la libération du capital, il faut bien en avoir conscience, c'est l'émergence des paradis fiscaux. Il faut comprendre que le problème des paradis fiscaux n'est pas un problème d'harmonisation fiscale, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y aura jamais d'harmonisation fiscale. Ou alors, il faudrait que tous les pays aient la même fiscalité, ce qui veut dire que quand vous votez pour un représentant politique, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre fiscale. C'est la destruction de la démocratie, l'harmonisation fiscale ultime. Alors bien sûr, on peut faire une harmonisation par le bas en disant, voilà, on va avoir des taux d'imposition de 15% minimum, mais très vite, ça veut dire on va tous se caler sur l'uniformisation des fiscalités mondiales, mais ce n'est pas possible de penser ça dans un cadre démocratique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler les mouvements de capitaux. Et il faudrait les contrôler vis-à-vis des paradis fiscaux. Et il faudrait les contrôler vis-à-vis des paradis fiscaux. Si, quand une entreprise française ouvre une succursale dans les îles Caïmans ou en Irlande, l'État met son nez dedans, dit « Mais pourquoi vous faites cette succursale? Quel est l'objectif derrière ça? Quels sont les mouvements de capitaux qu'il va y avoir ?» C'est ça le contrôle des mouvements de capitaux, ce n'est pas l'interdiction des mouvements de capitaux, ce n'est pas supprimer les systèmes de paiement internationaux, ça n'a jamais été ça. Mais jusqu'en 1986, la France avait un contrôle des mouvements de capitaux. Et ça faisait que les paradis fiscaux ne pouvaient pas exister dans un système comme ça. Ça c'est un truc, les socialistes en général, je veux dire la gauche en général, est toujours en train de dire il faut harmoniser la fiscalité en Europe, vous allez voir, on va lutter contre les paradis fiscaux, mais c'est du flan. On ne luttera contre les paradis fiscaux que lorsqu'on mettra un terme à la libre circulation du capital, au principe selon lequel vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent, vous pouvez le mettre dans n'importe quel pays, quelle que soit sa fiscalité, quelles que soient ses normes. Ce n'est pas possible ça. On contrôle les flux de personnes, on contrôle les flux de marchandises, mais on ne contrôle pas les flux de capitaux. C'est quand même pas problématique. Même dans le cadre du libre-échange, on contrôle ce qui vient sur nos territoires. On a des douanes qui contrôlent notamment la conformité des produits qui sont importés. Par contre, l'argent, non, on ne contrôle pas. Et on s'interdit de contrôler. C'est ça, la libre circulation de capital. Bref, je ne parle pas des libéralisations qui ont été organisées par la gauche et des privatisations. Et j'en termine. Dernier élément, pourquoi la gauche n'arrive pas à lutter contre le néolibéralisme? Eh bien parce que toute une partie de la gauche est devenue une gauche identitaire. Qu'est-ce que j'appelle une gauche identitaire? Une gauche d'abord qui va chercher à parler à son identité, à son électorat. Qui va avoir des écrivains qui vont nous écrire des livres pour nous parler comment le printemps républicain a corrompu la gauche, qui va nous faire beaucoup de textes qui s'adressent finalement à l'intime, c'est-à-dire à comment on gère notre relation de couple, qui va avoir un aspect identitaire au sens où pour des élections européennes, eh bien, on va mettre en avant le conflit à Gaza, où on va demander de mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités. Tout ça, en fait, n'est pas des propositions sérieuses qui vont changer le monde. C'est des propositions qui servent à s'adresser aux identités de ceux qui sont nos électeurs, en fait, ou plus précisément de ceux qu'on croit que sont nos électeurs. C'est un discours davantage moral qui va chercher à placer la gauche dans le camp du bien et qui, du coup, va finalement avoir une position politique assez intolérante, parce que si nous, on est dans le camp du bien, tous les autres ne sont pas d'accord avec nous, sont forcément dans le camp du mal,
Mais évidemment, ça, c'est l'antithèse de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est des rapports de force, ça a été dit, c'est des négociations. Et en fait, quand on a une gauche identitaire, eh bien, on est sur des valeurs morales, on n'est plus sur des rapports de force, on n'est plus sur des négociations, on n'est plus sur qu'est-ce qui peut concrètement aider les gens. Tout à l'heure, Emmanuel disait que la gauche était matérialiste, et j'en suis d'accord. On est là pour améliorer les conditions matérielles, pas pour afficher une posture politique. Cette gauche identitaire, elle va chercher à surfer sur les mécontentements en rassemblant tout un ensemble de mécontents qui ne sont pas d'accord du tout entre eux. Les féministes et les islamistes, par exemple. J'exagère à dessein, mais vous comprenez le truc. Cette gauche identitaire, elle ne parle plus d'économie. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut parler d'économie? Elle parle de redistribution. Pas de changer les structures de l'économie, mais de taxer davantage les riches pour donner davantage aux pauvres. Alors c'est très populaire, mais en fait, le problème de la distribution, de la redistribution, c'est que c'est quand même très, très, très limité pour des raisons de mondialisation de structures économiques. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec les paradis fiscaux, si on ne limite pas les mouvements de capitaux, dès qu'on va augmenter les taxations sur les entreprises, par exemple, ou sur les riches, on va avoir toute une perte fiscale. Et donc, on ne pourra pas redistribuer comme on veut. Et derrière tout ça, et j'en termine là, il y a évidemment la question européenne, qui est au cœur, qui faisait partie du débat, finalement, de la première table ronde. Pourquoi la question européenne fait débat? Parce que la gauche, identitairement, elle est pro-européenne. Elle pense que l'Europe, finalement, c'est... De toute façon, comme elle est sur des postures, elle pense simplement, si on s'assemble, si on s'allie, on sera plus fort. Oui, ça, c'est des postures, parce qu'en réalité, la Corée du Sud, voilà, on ne fera pas la guerre. La Corée du Sud, elle est alliée avec personne et elle nous bat sur tous les plans technologiques. Alors, elle a d'autres problèmes, mais enfin, franchement, quand on voit ce petit pays de 40 millions d'habitants qui arrive à avoir une des plus grandes entreprises mondiales de l'électronique, nous, avec notre marché de 500 millions d'habitants, de consommateurs, parce que maintenant c'est un grand marché, il n'y a plus de projet politique dans l'Europe, c'est juste être un grand marché, et vous allez voir, mais n'empêche que on n'a pas réussi à s'imposer sur le marché des smartphones, alors qu'on avait Nokia quand même à une époque, qui était suédois. Bref, il y a un échec européen, mais comme on est identitaire, comme on est sur l'idée morale que s'associer c'est bien et se diviser c'est mal, on est incapable de penser l'Europe comme un véritable projet politique. Et ça, c'est vrai pour la première gauche qui a utilisé l'Europe pour mettre en place le néolibéralisme, comme pour la seconde qui finalement s'occupe plus trop d'Europe, à part sur des questions morales. Bref, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de gauche, et je le regrette vraiment, enfin si, nous sommes là heureusement, mais globalement, dans la majorité des partis du NFP, la question du néolibéralisme n'est pas prise en compte de manière prioritaire. Voilà. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Je termine juste un truc, parce que le dernier chapitre du livre s'intéresse à une proposition concrète, c'est la question agricole. Je pense que l'une des moyens d'attaquer le néolibéralisme, à la fois en étant populaire et en attaquant sur une chose très importante, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire et en reposant la question agricole. Et ça veut dire démarchandiser une partie de l'agriculture, et c'est quelque chose qui est possible à faire, même sans changer les traités européens. Donc si on veut être un peu ambitieux, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est qu'un exemple, on pourrait faire beaucoup de choses sur d'autres domaines. Mais j'arrête là parce que Frédéric va m'engueuler. Ouais, je ne sais pas que je vais t'engueuler. Parce que c'est toujours passionnant ce que tu racontes. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu Puydessau pour un débat qui s'appelle l'Allemagne malade de la règle d'or, c'est à peu près ça. Voilà. L'Allemagne, c'était le pays qui était le leader en Europe, où tout allait bien, dont les élites françaises rêvaient. Et ça fait quelques années que Mathieu nous prévient qu'en fait, c'est l'homme malade de l'Europe depuis quelques temps, avec un certain nombre de conséquences économiques, sociales et politiques dont il va nous parler. Mais tu as un quart d'heure, hein ? Bien. Tous les livres de David Kellas sont en vente à les librairies, ils vous attendent. Bien. Alors j'ai la chance parce que David a déjà signé le livre que je me suis procuré ce matin à la librairie. Donc je vous conseille de le faire, c'est une expérience inoubliable. D'acheter ce livre à la librairie et ensuite de la faire signer par David. Donc vraiment, toutes et tous, faites-le, ça vaut le coup. Et après, il faut le lire. Bien. Alors, à propos de l'Allemagne,
Je vais d'abord commencer par 2 autoréférences. Bon, on ne le fait pas trop, mais je vais le faire quand même. En 2022, le parti a signé une assez longue analyse que j'avais faite de la situation allemande, qui s'appelle donc l'échec du mercantilisme merkelien. Je vais m'expliquer rapidement sur les définitions. Et ensuite, deuxièmement, donc récemment, Marie-Noël m'a interviewé pour les Jeudis de Corbera. Donc il y a 3 podcasts de chacun 20 minutes sur la situation de l'Allemagne que je vous invite à écouter. Je crois, David, tu l'as fait en faisant le ménage, tu m'as dit. Donc voilà, renvoi d'ascenseur. Et nous avons, et avec ce podcast, nous avons aussi mis en ligne, merci Frédéric pour la remise en page, une nouvelle mise à jour de l'article de 2022. Et qu'est-ce que je dis dans ces textes et dans ces podcasts? Je vais essayer d'être très synthétique parce qu'il y a 2 points que David vient d'évoquer sur lesquels je veux rebondir dans le contexte de l'Allemagne et de l'Europe. Alors le premier, c'est que en fait, pendant une quinzaine d'années, l'Allemagne a mené une stratégie économique très souverainiste, pas du tout européenne, qui était fondée sur l'optimisation de ses avantages compétitifs afin d'obtenir d'importants excédents commerciaux. Elle a donc tout subordonné à cette question-là, y compris les questions morales. L'Allemagne a choisi très tôt une alliance énergétique avec la Russie de Vladimir Poutine, qui a abouti à un avantage compétitif par l'afflux de gaz naturel russe dans l'industrie allemande, qui n'a été jamais démenti pendant tout ce temps. À peu près 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des journalistes ont demandé à Angela Merkel « Est-ce que vous regrettez votre choix pendant près de 10 à 15 ans d'avoir été une alliée de Vladimir Poutine en Europe, d'avoir été très complaisante à toutes les actions de la Russie, y compris celle de l'annexion de la Crimée qui a eu lieu en 2014 ?» Et Angela Merkel a répondu « Non », et c'est là où vous allez voir le lien avec ce que David a dit, « Non, car à l'époque, cela nous garantissait le meilleur prix. » Vraiment une phrase de néolibéral. Le marché était le plus important que tout, y compris que de la stabilité géopolitique en Europe, tant que cela permettait d'avoir le meilleur prix pour l'énergie qui allait alimenter l'industrie allemande. Alors, dans les articles, j'expliquais en quoi la mise en place d'un marché européen de l'énergie a été une grande opération de l'Allemagne pour en fait réduire les avantages compétitifs de la France et donc piquer des parts de marché à l'industrie française. Je n'y reviens pas, mais les ressorts de l'échec allemand qui est en cours aujourd'hui sont à retrouver dans les limitations de toute cette politique mercantile qui a été mise en place. Il y a 2 points à retenir qu'il faut bien comprendre. D'abord, l'Allemagne est en récession. Nous sommes en 2024, ça va être la 2e année où l'Allemagne ne prévoit pas de croissance positive au niveau de l'année. On prévoit pour 2024, c'est les prévisions qui sont sorties il y a 2 jours, moins 0,2%. Après une année 2023 qui elle-même avait été aussi en récession. Deuxièmement, l'industrie est en train de se casser la figure dans le PIB allemand. C'est-à-dire que justement ce qui avait fait la force de l'industrie, de l'économie exportatrice allemande, l'industrie, est en pleine crise. Je travaille avec la plupart des industriels allemands du fait de mon métier qui est dans l'informatique, informatique professionnelle, et quand je leur parle, il y a une crise aussi de sens moral. Ils ne savent plus en fait où est-ce qu'ils sont. Ils ne savent plus comment organiser leur chaîne logistique. Ils ne savent plus sur quel marché ils vont aller vendre. L'Allemagne reste en exportatrice nette. Hein, donc l'Allemagne continue à vendre plus qu'elle ne consomme. C'est le 3e point, très important à conserver à l'esprit. Si l'Allemagne est exportatrice maintenant depuis près de 15 ans, ça veut dire, en d'autres termes, qu'elle est en surproduction. Elle produit plus que ce que les Allemands peuvent consommer. Ce faisant, elle récupère de l'argent des autres pays qui, eux, produisent moins que ce qu'ils doivent consommer. Ces autres pays, tels que la France, sont obligés donc de s'endetter pour acheter à l'Allemagne. L'Allemagne donc récupère des créances et beaucoup d'argent. L'Allemagne a une position, par exemple, au niveau financier, extrêmement positive. Aujourd'hui encore, c'est, comment on appelle ça déjà, le PEN en économie. Hein? Non, au niveau des échanges.
bref, peu importe. La balance des paiements et l'ensemble, donc, quand on regarde la contribution positive, l'Allemagne a toujours des réserves financières très importantes. Pourtant, elle continue à être en exportation, c'est-à-dire à produire plus que ce que les Allemands peuvent consommer. Tout ce qu'elle a récupéré comme argent des Français, par exemple, du reste du monde, par ses exportations depuis 15 ans, elle ne les a pas transmis à la population allemande. La population allemande, pendant tout ce temps-là, n'a pas vu son pouvoir d'achat augmenter à la hauteur des exportations, c'est-à-dire à la hauteur de la différence entre ce que l'Allemagne produit et ce que les Allemands consomment. Les Allemands ne sont pas en capacité de consommer plus parce qu'ils n'ont pas vu des retours de cette politique mercantile au niveau de leur salaire, au niveau de leur capacité d'investir dans leur consommation. Et c'est pour ça que l'économie allemande actuellement est en pleine capilotade, c'est parce que la consommation en Allemagne se casse la figure. Le principal facteur de récession en Allemagne, c'est la chute de la consommation. C'est-à-dire que toute cette politique d'exportation n'a eu comme conséquence que l'appauvrissement de la population. La conséquence politique de cela, c'est bien sûr, à partir du moment où les Allemands se rendent compte, c'est environ un tiers des Allemands qui font partie de la population qui s'appauvrit, se rendent compte que tout ce système-là aboutit à leur propre appauvrissement. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rebellent. Et comme l'Allemagne n'est pas un pays révolutionnaire, on le sait depuis les années 30, la rébellion prend la forme d'un parti d'extrême droite qui est officiellement considéré par les autorités juridiques allemandes comme un parti néofasciste et que les services secrets allemands considèrent comme, dans sa totalité, l'équivalent de ce que nous appelons classé S, radicalisé classé S. L'intégralité du parti d'extrême droite allemand qui s'appelle l'AfD est considérée comme radicalisé S par les services secrets allemands, par les services intérieurs allemands. Ce parti fait à peu près entre 18 et 22% aux élections nationales. Il fait dans les élections régionales des pays des régions de l'Est entre 30 et 40%. Ça, c'est le résultat de toute cette politique d'exportation qui n'ont pas été redonnés en pouvoir d'achat aux Allemands. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur que si les Allemands consomment, il y ait de l'inflation. C'est-à-dire que les prix montent. Si les prix en Allemagne avaient monté, la compétitivité allemande aurait été dégradée, l'excédent commercial serait diminué. Toute la logique néolibérale est synthétisée dans l'échec allemand. C'est parce que les Allemands, avec Angela Merkel, mais aussi avec tous les partis qui ont travaillé avec elle, le Parti libéral, le Parti social-démocrate, ont misé sur cette économie d'exportation qu'un tiers des Allemands se sont appauvris, que l'économie allemande n'a pas retransmis ses excédents en termes de pouvoir d'achat à sa population. Celles-ci ne pouvant plus consommer, l'économie allemande, à partir du moment où le marché global, où les marchés globaux se réduisent, perd sa position économique, entre en récession, et sa population, en se rébellant, choisit, comme d'habitude dans la culture allemande, l'extrême droite. Et une extrême droite extrêmement dure, extrêmement radicale. C'est l'échec, en fait, du modèle allemand sur toute la ligne. Alors, quels sont les éléments de résistance éventuellement ? Parce qu'il y a de la résistance, il y en a toujours. Et il y en a une qui essaie d'apparaître actuellement en Allemagne. Cette résistance, c'est un parti qui a décidé d'être, dès le départ, dans l'opposition économique et matérialiste au néolibéralisme. Ce parti vient d'être créé, il a à peine un an. Il s'est organisé autour d'une personnalité connue, Sarah Wagenknecht. C'est une ancienne marxiste-léniniste issue du bloc de l'Est qui s'est mariée avec Oskar Lafontaine, lui-même ancien ministre des Finances au tout début du chancelier Schröder, donc social-démocrate, puis ensuite passé dans la création des Linke. Les deux ont été un temps très inspirateurs de la création du Front de gauche par Jean-Luc Mélenchon. Depuis, ils se parlent moins. Et Sarah Wagenknecht a créé un nouveau parti qu'elle appelle l'Alliance Sarah Wagenknecht, donc très personnalisé, très bobinette, pour les gens qui savent ce que j'écris, donc c'est pas tellement ce que j'aime comme type de logique politique, mais bon, voilà. Mais ce parti a décidé dès le départ de dire, on n'a rien à voir avec le passé, des débats entre les Linke et les sociodémocrates, l'histoire du socialisme et tout ça. Nous sommes dans le temps présent et nous voulons rompre avec le temps présent.
De ce qui compte, c'est la question matérielle et la question économique. Et il faut complètement rompre avec le néolibéralisme. Il faut remettre des frontières. Et quand ils disent qu'ils veulent remettre des frontières, ce n'est pas des frontières au sens de « nous voulons stopper l'immigration ». L'une des conséquences, c'est « nous voulons stopper l'immigration ». En réalité, ce qu'ils veulent mettre, c'est remettre des frontières sur pour avoir un contrôle sur le mouvement des personnes, sur le mouvement des capitaux, et retrouver ainsi les instruments pour pouvoir contrôler l'économie. Sortir de la logique des prix, ramener les excédents commerciaux au niveau du pouvoir d'achat des catégories populaires allemandes pour qu'elles puissent recommencer elles-mêmes à consommer. Le discours, du coup, dit « toutes les questions morales et sociétales sont des diversions et nous n'en avons pas besoin ». Ce parti dit officiellement, c'est pour ça qu'il est très mal perçu par le reste de la gauche en Allemagne et que c'est très difficile pour lui d'avoir des alliances à gauche, dit, par exemple, genrer la grammaire, nous n'en voulons pas, c'est une diversion. Je dirais que 60% de la direction de ce parti, ce sont des femmes, et des femmes issues parfois d'émigrations propres à l'Allemagne, qui disent elles-mêmes, nous sommes féministes, mais pour nous, le féminisme, c'est le salaire, pas les questions de genre. Pas les attributs formalistes d'un féminisme. Pour nous, c'est la question des salaires qui compte. Donc, ce parti, en un an, est passé de 0 à 12-15%. Dans les pays de l'Est, il réussit à faire 18%. Il va être associé aux exécutifs régionaux des 3 régions qui ont voté en septembre. À l'Ouest, le parti est déjà donné entre 6 et 8%, ce qui est énorme pour un parti sur une telle ligne politique. Nous ne pouvons pas importer les contenus politiques et les stratégies de ce parti en France, car évidemment, cela correspond à des débats et à des situations qui sont propres à l'Allemagne et à l'historique allemand. Par exemple, la question par rapport à la migration a un contenu complètement différent lorsque l'on sait que l'Allemagne, en 2 grandes vagues, 2015 et 2022, a accueilli plus de 1 million de réfugiés, d'abord syriens ou venant de la région du Proche et du Moyen-Orient, puis ensuite ukrainiens, sur son territoire. Des personnes à qui il faut donner des emplois, des logements, etc. C'est évidemment des masses de migration pas du tout comparables à ce que la France a connu sur la période. Et deuxièmement, l'Allemagne est en démographie négative. C'est-à-dire que l'Allemagne a besoin de continuer à avoir un afflux de personnes qui viennent travailler dans le pays, parce que les Allemands, il en meurt plus qu'il n'en est chaque année. Donc la main-d'œuvre disparaît biologiquement. Donc ça, c'est une question que nous n'avons pas. Parce que la France a toujours été en progression démographique jusqu'à l'année dernière. Les politiques des libéraux, notamment de Macron, ont réussi à décourager les Français de faire des enfants. Donc nous entrons maintenant dans une phase de décroissance démographique qui est la conséquence des politiques qui ont été menées, puisque l'une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie française se disait de maltraiter par rapport à la bourgeoisie allemande, c'était pour elle le fait que nous dépensions trop d'argent dans l'éducation, et nous dépensions trop d'argent dans l'éducation parce que nous avions des enfants à éduquer. Donc ça, c'est une des questions. Mais est-ce qu'il y a des choses dont nous pourrions peut-être nous inspirer dans le fait de mettre en avant d'abord les questions matérielles et économiques, d'abord les instruments pour reprendre le contrôle sur la politique économique, pour transformer notre parti de cadre en parti de masse? C'est une réflexion que nous devrions avoir, où il y aura des sujets qui seront difficiles à discuter entre nous, où nous aurons des désaccords entre nous. Mais je pense que l'une des caractéristiques de la GRS et d'une manière générale de la gauche républicaine, mais surtout de la GRS, c'est que nous devons mettre ces questions-là au centre du débat, les mettre plus en avant encore au centre du débat, car comme le disait David, nos camarades des autres gauches au sein du NFP ne se sont pas couverts de gloire dans l'accompagnement du néolibéralisme, mais c'est en commençant par cela que l'on pourra espérer à un moment regagner les classes populaires qui ne font plus confiance à la gauche dans l'exercice du pouvoir et qui, du coup, pour exprimer leur colère, vont à l'extrême droite. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Mathieu.